Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien planifier sa retraite. Imaginez un peu la scène en 2027. On prend un ancien ingénieur informatique, disons de 65 ans, qui est tout juste à la retraite. Il décide d'accepter un petit contrat de consultant. Ouais, pour son ancienne boîte, généralement. C'est ça, juste de quoi transmettre un peu ses dossiers et toucher peut-être 1 000 € par mois pour arrondir les fins de mois. La logique voudrait qu'il soit récompensé pour cet effort, en fait. Absolument. Sauf qu'avec les nouvelles règles, et c'est là que c'est fou, l'État va purement et simplement amputer sa pension de retraite de 200 € chaque mois. C'est quand même le nouveau paradoxe assez vertigineux de la fin de carrière. D'un côté, on nous martèle qu'il faut travailler plus longtemps. Faut sauver le système, quoi. Voilà. Et de l'autre, dès qu'on essaye de le faire avec des petits contrats, le système met en place des mécanismes de taxation qui sont redoutables. Et c'est exactement cette friction monumentale qu'on retrouve dans la pile de documents qu'on épluche aujourd'hui. On a des notes réglementaires très denses de l'assurance retraite, on a des analyses juridiques du cabinet d'avocats CMS. Sans oublier les décryptages de Serre France. Ah oui, très important, sur la toute récente loi de financement de la sécurité sociale, la fameuse LFSS 2026. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que la transition vers la retraite, ça n'a plus rien de naturel. C'est clair, c'est devenu une véritable ingénierie complexe. Complètement. C'est une ingénierie qui commence par une obligation totalement paradoxale. Pour avoir le droit de toucher sa pension, il faut d'abord prouver à l'administration qu'on a tout arrêté. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle de la cessation d'activité. Et cette règle, il faut bien comprendre que c'est le point de bascule de tout le système, surtout depuis le durcissement législatif qu'on a eu en 2015. Ça a changé la donne, ça. L'exigence est devenue universelle. L'assuré doit vraiment mettre fin à l'ensemble de ses activités professionnelles, que ce soit du salariat, de l'artisanat, du commerce. Tout doit s'arrêter pour déclencher le paiement de la pension. Mais attendez, il y a un problème de logique fondamentale ici, non ? Si l'objectif global de la société, c'est d'encourager le cumul emploi-retraite pour que les gens gardent un pied dans l'entreprise, pourquoi exiger une rupture totale en premier lieu ? C'est contre-intuitif, c'est sûr. Oui, c'est comme, c'est comme demander à quelqu'un de vider entièrement le réservoir de sa voiture pour prouver qu'il a le droit de repasser à la pompe. Elle est très bonne, cette image. En fait, l'explication, elle se trouve dans la philosophie même de l'assurance vieillesse française. C'est-à-dire ? La pension n'est pas conçue comme un simple placement financier qu'on débloque à une date précise. C'est vraiment un revenu de remplacement. D'accord, un revenu de solidarité en fait. Exactement. Le législateur post-2015 a voulu graver dans le marbre qu'on ne peut pas percevoir un revenu de solidarité nationale, qui est censé compenser la perte de revenus liés à l'âge, tout en continuant à générer ses revenus d'activité habituels. Il fallait marquer le coup administrativement. C'est ça, il fallait créer un sas obligatoire, marquer la fin d'une vie de labeur, avant d'autoriser sous condition le retour sur le marché du travail. Parce qu'avant 2015, le système était complètement siloté. On pouvait liquider sa retraite de salarié et continuer à gérer son commerce à côté, c'est ça, Eva ? Tout en fait. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et pour prouver qu'on a bien passé ce fameux sas, l'administration est, disons, intraitable sur la paperasse. En lisant les notes de l'assurance retraite, on voit bien que le fardeau de la preuve n'est pas du tout le même pour tout le monde. Ah ça non, il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça. Pour une activité salariée, ça reste relativement indolore. C'est une simple déclaration sur l'honneur qu'on intègre à la demande en ligne. Parce que l'administration peut facilement croiser les données avec les déclarations de l'employeur. Voilà. Mais pour les indépendants, les artisans, alors là, c'est le parcours du combattant. Il faut aller chercher un certificat de radiation au registre du commerce ou au répertoire des métiers. En gros, c'est l'effacement pur et simple de l'entreprise des radars de l'État. Oui, la matérialité de l'arrêt est vraiment exigée. Fermer une entreprise individuelle, ça implique des démarches lourdes. Ça prouve sans équivoque que l'activité génératrice de revenus a bel et bien cessé. Par contre, et ça j'ai trouvé ça fascinant dans nos sources, il y a des exceptions à cette obligation de tout couper. Notamment pour les agriculteurs. Le cas agricole, c'est vraiment l'exemple parfait des limites de la théorie face à la réalité du terrain. Comment ça ? Le droit exige une cessation immédiate. Mais l'exploitation du vivant, ça obéit à d'autres cycles. On ne débranche pas un troupeau laitier ou des hectares de blé comme on ferme la porte d'une boutique. C'est sûr, il y a les récoltes, les bêtes. Voilà, les baux ruraux, la cession du cheptel, tout ça nécessite du temps matériel. Donc le code rural impose une adaptation. Il offre un délai de grâce de 2 mois après la date d'effet de la retraite. Sauf que, et c'est là que c'est rude, ce fameux délai de grâce, en lisant les textes, moi je trouve que ça ressemble plutôt à une épée de Damoclès.
c'est vrai que la sanction est sévère. Ah, mais c'est radical, hein. Les textes stipulent très clairement que si l'agriculteur dépasse ce délai de 60 jours sans avoir finalisé la transmission, la mutualité sociale agricole coupe les vivres. Et le pire, c'est si la personne percevait aussi une petite retraite du régime général pour d'anciens emplois. Exactement. Cette pension-là est suspendue également. L'administration exige même le remboursement des 2 mois qui ont déjà été versés. Honnêtement, c'est une pression psychologique énorme au moment de céder l'œuvre de toute une vie. La sanction est brutale, ouais. Parce que ce délai, ce n'est qu'une simple tolérance logistique. Ce n'est pas un droit au cumul. D'accord, la nuance est importante. Par contre, il y a une autre exception, beaucoup moins punitive, et qui est purement administratif. Ça concerne les travailleurs indépendants. C'est ce que les juristes de chez CMS appellent une fiction juridique. Une fiction juridique, c'est-à-dire, comment l'administration crée-t-il une fiction? Prenons l'exemple d'un consultant indépendant. Imaginons qu'il remplit déjà toutes les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite sans aucune restriction. Ok, il a tous ses trimestres, tout va bien. S'il devait appliquer la règle stricte de la cessation, il devrait fermer son entreprise le vendredi, obtenir son fameux certificat de radiation, puis rouvrir exactement la même entreprise le lundi matin sous un nouveau numéro SIRET juste pour continuer à travailler. Non mais c'est absurde. C'est une absurdité bureaucratique totale. On est d'accord. Donc, pour éviter cet engorgement inutile, les textes considèrent que cet indépendant est, je cite, « réputé avoir cessé son activité ». Il n'a rien à prouver, rien à fermer. Le droit invente une cessation virtuelle pour fluidifier le truc, quoi. Exactement. La fiction au service de la pratique. La bureaucratie qui contourne ses propres règles pour survivre à elle-même. C'est quand même assez ironique. Et ça nous amène vraiment au cœur du problème. Une fois qu'on a passé ce sas, qu'il soit réel ou virtuel, comment on fait pour retravailler légalement? C'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde. Voilà. Jusqu'à la bascule prévue en 2026, on navigue dans un labyrinthe de règles basées sur le fait d'avoir ou non le fameux taux plein. Vous pouvez nous résumer ça? Bien sûr. Le système actuel, il divise en fait les retraités en 2 catégories bien distinctes. Lesquelles? D'un côté, ceux qui partent avec tout leur trimestre ou qui attendent 67 ans. Eux, ils bénéficient du cumul total. Ils reprennent l'activité de leur choix, et ce, sans aucune limite de revenus. La liberté totale, donc. C'est ça. Mais les autres, ceux qui n'ont pas le taux plein, ils subissent ce qu'on appelle le cumul plafonné. Et ça limite quoi, exactement? Là, la somme de la pension et des nouveaux salaires ne peut pas excéder le dernier salaire perçu en gros, sous peine de voir la pension amputée de tout le dépassement. Déjà, ce plafonnement est hyper restrictif. Mais en creusant les analyses du cabinet CMS sur ce système actuel, je suis tombée sur un mécanisme que je trouve honnêtement profondément injuste. Vous parlez du délai de carence? Oui, la fameuse règle des 6 mois de carence pour ceux qui ont pourtant droit au cumul total. Écoutez bien, si un retraité veut reprendre un petit contrat chez son tout dernier employeur, il a le droit. Mais s'il le fait avant un délai de 6 mois, il va payer des cotisations sociales sur son nouveau salaire qui ne lui donneront droit à absolument rien. 0 € de retraite supplémentaire? Mais c'est de la cotisation fantôme. Pourquoi l'État organise-t-il une confiscation pareille? La mécanique derrière ce délai de carence, il faut la voir comme une mesure anti-abus. Elle a été pensée par Bercy et les caisses sociales pour lutter contre ce qu'ils appellent l'optimisation sociale. C'est-à-dire... Ils avaient peur de quoi? Le législateur craignait que des entreprises incitent leurs salariés seniors à liquider leur retraite dès qu'ils atteignent le taux plein. Pour les réembaucher le lendemain, à mi-temps, sur le même poste? Exactement. Comme ça, l'employé conserve un revenu global équivalent, grâce à l'ajout de sa pension, mais l'entreprise, elle, baisse drastiquement sa masse salariale. Elle remplace un salaire complet par un salaire partiel. D'accord, je comprends la peur de l'abus sur le papier, mais sur le terrain, l'effet est désastreux pour les entreprises elles-mêmes. Ouais, ça se retourne contre elles. Imaginez une PME industrielle. Elle voit partir son meilleur chef d'atelier. L'entreprise ne cherche pas du tout à optimiser ses charges. Elle veut juste le garder, je sais pas, à 10 heures par semaine pour qu'il forme la nouvelle génération. Pour assurer la transition, voilà. Et la loi dit à cette PME, soit vous attendez 6 mois et le savoir-faire s'évapore dans la nature, soit vous le reprenez de suite, mais on va le taxer sans lui donner de droit. Moi, je trouve que ça bloque complètement la transmission des compétences. Vous avez tout à fait raison, et c'est un constat d'échec qui est largement partagé aujourd'hui. D'autant plus que, même lorsque le délai de 6 mois est respecté, pour que la personne change d'employeur, le rendement de ces nouvelles cotisations reste anecdotique. Ah oui, c'est plafonné, non? Oui, le système actuel plafonne la nouvelle pension acquise à environ 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est très peu. Très peu. La philosophie n'a jamais été d'encourager financièrement le retour à l'emploi. L'idée, c'était simplement de le tolérer sans trop alourdir les déficits publics.
Face à ce constat d'une complexité qui freine tout le monde, le gouvernement devait réagir. Et c'est là que la fameuse loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 entre en scène. Le grand chamboulement. Exactement. Les documents de Serre France sont sans appel là-dessus. Le système des trimestres et du taux plein pour définir les règles du cumul, c'est terminé. À partir des pensions liquidées en 2027, le législateur rebat toutes les cartes. Et la nouvelle règle du jeu, elle s'appuie sur une donnée purement biologique. L'âge. Fini le labyrinthe. Il y a désormais 3 murs, 3 tranches d'âge implacables. Mais avant de détailler ces tranches, il faut resituer cette réforme dans son contexte. La LFSS 2026 a gelé le calendrier très décrié de la réforme des retraites de 2023. Oui, le passage aux 172 trimestres est repoussé. Comme la montée en charge de l'âge légal. Néanmoins, le cap structurel reste fixé à 64 ans. Et c'est justement cet âge légal de 64 ans qui devient la clé de voûte du nouveau système de cumul. Ok, alors entrons dans le vif du sujet avec la première tranche. Avant 64 ans. Allons-y. Prenons le cas typique d'une personne qui a commencé à travailler très jeune, disons à 18 ans, et qui a gagné le droit de partir en retraite anticipée pour carrière longue à 60 ans. Une situation classique. Cette personne, elle a tous ses trimestres. Pourtant, si elle veut prendre un petit boulot de consultant à côté, le nouveau texte impose ce qu'on appelle un écrêtement total. Oui, c'est le terme technique. Pertinent d'un point de vue individuel. Mais le législateur, lui, il raisonne au niveau de la caisse commune. La macroéconomie, quoi. Voilà. Les départs anticipés, ça coûte extrêmement cher au système de solidarité nationale. Donc la doctrine de l'État, elle se résume un peu comme ça. La dérogation pour carrière longue, on l'accorde pour soulager les travailleurs usés, pour qu'ils se reposent. D'accord, l'idée de repos avant tout. Et si une personne démontre qu'elle a l'énergie et la capacité de retourner sur le marché du travail pour produire de la valeur, alors elle n'est pas censée bénéficier d'une prestation de solidarité financée par les actifs. L'écrêtement total, ce n'est pas vraiment une punition, c'est un mur dissuasif assumé pour empêcher la double perception avant l'âge légal commun. Le message est rugueux, mais bon, il est limpide. L'argent de la retraite, ce n'est pas un capital risque pour financer un début d'activité freelance à 60 ans. C'est joliment dit, et c'est exactement ça. Passons donc à la deuxième tranche, et c'est là que ça secoue. C'est la véritable zone de turbulence de cette loi. La période entre 64 ans, l'âge légal, et 67 ans. La fameuse zone grise. L'écrêtement total disparaît, d'accord, mais il est remplacé par une mécanique financière redoutable, le cumul partiel taxé à 50% au-delà d'un seuil. Reprenons l'exemple de notre ingénieur informatique de l'introduction. Oui, parce que ce cas de figure, il va devenir extrêmement courant. Le mécanisme prévu par la LFSS repose sur la notion de franchise. Quel est le montant de cette franchise ? Les rapports estiment que le décret fixera cette franchise autour de 7 000 € de revenus par an. 7 000 €, donc ça fait environ 580 € par mois. C'est ça. Jusqu'à ces 580 €, l'assuré peut cumuler sa pension et ses revenus librement. C'est vraiment conçu pour permettre l'équivalent de quelques heures de babysitting ou un très petit job d'appoint. À 65 ans, un ancien cadre ou un technicien qualifié qui fait une mission d'expertise, il ne gagne pas 580 € par mois. Rarement, en effet. Reprenons la calculette pour notre ingénieur. S'il facture 1 000 € par mois à son ancienne boîte, il gagne 12 000 € sur l'année. Oui. La franchise est à 7 000, donc il dépasse de 5 000 €. La nouvelle loi stipule que la pension sera diminuée de la moitié de ce dépassement. Tout à fait. L'État va donc amputer sa retraite de 2 500 € par an. C'est fou. C'est comme s'il lui fournissait un seau pour récolter ses nouveaux revenus, mais qu'ils avaient percé un trou énorme au niveau de la graduation des 7 000 €. La moitié fuit directement. Exactement. La moitié de ce qu'il verse au-dessus repart direct dans les caisses de l'État. Et votre analogie du seau percé, elle illustre parfaitement le mécanisme de découragement qui a été pensé. Cette tranche de 64 à 67 ans, elle n'a pas du tout été conçue pour encourager le maintien des hauts profils dans les entreprises. Ils veulent juste les petits boulots. Elle a été calibrée au cordeau pour tolérer uniquement la petite précarité des retraités qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, tout en décourageant massivement toute activité rémunératrice substantielle. Donc l'objectif, c'est quoi, Finot ? L'objectif caché des finances publiques, c'est de forcer ceux qui veulent ou qui peuvent gagner des montants sérieux à ne pas liquider leur retraite à 64 ans. On veut qu'ils continuent de cotiser à temps plein comme des actifs classiques. C'est un pari hyper cynique sur la trésorerie des gens, en fait. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent que de 64 à 67 ans, on est financièrement piégé si on veut juste ralentir le rythme de travail tout en touchant le fruit de ses cotisations passées. C'est le prix de la transition, selon le législateur. Mais bon, heureusement, cette purge fiscale a une date de fin. Et c'est la troisième tranche. La bascule magique à 67 ans. En lisant les documents, le contraste est juste saisissant.
À la minute où l'on souffle ces 67 bougies, le mur s'effondre. La rupture est totale, oui. À 67 ans, ce qui correspond dans le droit français à l'âge d'annulation automatique de toute décote, la tutelle financière de l'État disparaît purement et simplement. Ah, la liberté. La liberté de cumuler devient absolue. Il n'y a plus de seuil de 7 000 €. Il n'y a plus de taxes de 50%, les fameuses cotisations fantômes et les délais de carence chez l'ancien employeur, tout ça est supprimé. Et pour la seconde pension? Mieux encore, la seconde pension générée par cette nouvelle activité n'est plus bridée à 5% du plafond annuel. Elle est calculée au prorata réel des cotisations versées. Mais c'est le jour et la nuit. À 66 ans et 11 mois, on vous pénalise lourdement si vous facturez 1 000 €. Et un mois plus tard, bim, l'État vous déroule le tapis de la rentabilité maximale. C'est un peu le paradoxe des seuils d'âge. La logique derrière ça, j'imagine, c'est qu'à 67 ans, les caisses estiment que l'espérance de vie résiduelle diminue. Donc si vous produisez encore de la richesse et que vous payez de la CSG, c'est du bonus net pour la collectivité. Vous avez mis le doigt dessus. C'est l'essence même de ce changement de paradigme. Le législateur abandonne le contrôle social pour embrasser une incitation purement économique en fin de parcours. Toutefois, et c'est un point majeur, pour profiter de cet Eldorado du cumul sans limite après 67 ans, les notes du cabinet CMS mettent en lumière un prérequis absolu. Ça demande une vigilance extrême. Il faut avoir liquidé absolument toutes ses pensions. Et le terme « toutes » ne souffre d'aucune exception. C'est-à-dire? On parle de la retraite de base, de toutes les retraites complémentaires. Et le point crucial que les gens oublient souvent, ce sont les pensions acquises à l'étranger. Ah oui, l'étranger. Si un assuré oublie de faire valoir les droits d'un petit job d'été de quelques mois effectué en Espagne ou en Allemagne dans les années 80, l'ensemble de son droit au cumul total s'effondre. Attendez, un job d'étudiant mal déclaré il y a 40 ans peut faire sauter le droit de cumuler librement à 67 ans? C'est exactement ça. C'est la définition même du risque administratif caché. Heureusement, pour adoucir le tableau global de ces restrictions avant 67 ans, les textes précisent quand même que certaines professions seront exonérées du couperet financier. Oui, le législateur introduit une petite soupape de sécurité pour ce qu'ils appellent les secteurs en tension. Comme la santé. Voilà, des décrets devront lister les activités d'intérêt général, vraisemblablement dans la santé, l'enseignement ou le soin à la personne. Les retraités qui s'engagent dans ces secteurs spécifiques pourraient exercer et cumuler sans subir la taxe de 50%. Et ce, même dans la zone grise entre 64 et 67 ans. Parce que le besoin est trop urgent. La pénurie de main-d'œuvre y est jugée plus critique que la stricte orthodoxie financière des caisses de retraite. Ce qui nous ramène à la vue d'ensemble de ce profond bouleversement. En fait, on passe d'un monde où la difficulté principale, c'était de s'extirper des formalités de la cessation d'activité, à un nouveau monde, applicable dès 2027, où l'âge devient un véritable couperet fiscal. L'âge dicte tout. Interdiction de faire avant 64 ans, taxation dissuasive à 50% jusqu'à 67 ans pour tout contrat dépassant les petits boulots, et enfin, liberté totale ensuite. C'est un résumé parfait. Et l'observation de toute cette architecture législative amène quand même à s'interroger sur les effets collatéraux, des effets peut-être non anticipés par les modélisations de Bercy. Vous pensez à quoi? Ces tranches de 64 à 67 ans qui est soumise à une taxation marginale perçue comme confiscatoire. Elle cible très précisément les années où les professionnels sont au sommet de leur expertise. Et où ils ont souvent une vraie envie de transmettre leur savoir, mais plus forcément à temps plein, on est d'accord? Exactement. En imposant ce saut percé, où la moitié des revenus repart direct à l'État, que va faire concrètement un expert de 65 ans qui refuse de travailler pour la moitié de sa valeur? Il y a plusieurs options. Il ne va pas forcément arrêter de travailler. Son expertise a beaucoup trop de valeur sur le marché. S'il refuse d'attendre 67 ans, la probabilité est forte qu'il choisisse simplement de ne plus rien déclarer. Le risque de travail dissimulé est réel. C'est peut-être là le plus grand risque de toute cette ingénierie comptable. En voulant surtaxer l'expertise légale des jeunes seniors, l'État ne risque-t-il pas d'alimenter massivement une économie souterraine du conseil et de la transmission de compétences? Ou alors de les pousser vers du bénévolat exclusif au détriment des entreprises classiques? C'est une vraie question de société qui s'ouvre. C'est une réflexion en tout cas à garder bien à l'esprit la prochaine fois que vous croiserez un consultant fraîchement retraité. Merci pour cette analyse passionnante et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les textes. Alors pour résumer, l'important est de bien planifier. Exactement. La prévoyance est la clé.